Remaniement, panique totale dans le sérail. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où tout semble s'accélérer en même temps. Où les dossiers les plus lourds se télescopent, où les couloirs du pouvoir bruissent de noms, de chiffres, de promesses et de peurs. Le Cameroun vit en ce moment précis l'un de ces moments rarissimes. D'un côté, un souverain pontife s'apprête à poser les pieds sur le sol camerounais pour la toute première fois depuis son accession au pontificat. Des millions de fidèles, venus des 10 régions du pays et des nations frontalières, retiennent leur souffle. De l'autre côté, dans les sphères les plus hermétiques du palais d'Etoudi, une question brûle toutes les lèvres, traverse toutes les conversations, hante tous les esprits: qui sera le premier vice-président de la République du Cameroun? Et si ces deux événements, la visite papale et le remaniement, n'étaient pas simplement contemporains par hasard? Et si le calendrier lui-même était une déclaration politique? Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer votre façon de lire l'actualité camerounaise. Partie 1. Contexte et fait, le Cameroun à l'heure des grandes décisions. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut d'abord poser le décor avec précision. Ne rien laisser au hasard. Parce que dans la politique camerounaise, chaque détail a une signification. Chaque geste est un message. Et chaque silence peut être plus parlant que 1000 discours. Le 8 avril 2026, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, convoque une conférence de presse. Le ton est solennel. La posture est institutionnelle. Le message est clair, le Cameroun est prêt. Prêt à accueillir le pape Léon XIV, qui effectuera une visite historique du 15 au 18 avril sur le territoire national. Mais attendez. Parce que cette visite n'est pas anodine. Il faut savoir que le pape Léon XIV est monté sur le trône de Saint-Pierre le 8 mai 2025. Moins d'un an après son élection, il choisit l'Afrique comme destination de son tout premier voyage continental. Et parmi toutes les nations africaines, c'est le Cameroun qui ouvre ce chapitre historique. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une relation diplomatique solide, construite dans la durée, entre Yaoundé et la Cité du Vatican. René Emmanuel Sadi l'a d'ailleurs martelé avec conviction lors de son point de presse: le Saint-Siège est le premier partenaire privé de l'État du Cameroun. Une affirmation qui mérite qu'on s'y arrête. Le premier partenaire privé. Pas le deuxième. Pas le troisième. Le premier. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur le terrain, dans les villages les plus reculés du Grand Nord, dans les forêts profondes de l'Est, dans les quartiers populaires du littoral, ce sont les établissements de l'Église catholique qui assurent une partie considérable de l'éducation et des soins de santé des Camerounais. Des générations d'élites nationales ont été formées dans les lycées et collèges catholiques. Des milliers de patients reçoivent chaque jour des soins dans les hôpitaux confessionnels, là où l'État est parfois absent ou insuffisant. Cette visite, donc, c'est bien plus qu'une cérémonie religieuse. C'est la consécration d'un partenariat stratégique. C'est une reconnaissance internationale. Et dans ce contexte, le gouvernement camerounais a mis les petits plats dans les grands. Sous la supervision directe du président de la République Paul Biya, des commissions mixtes composées de membres du gouvernement et de la hiérarchie ecclésiale ont planché pendant des semaines sur la logistique. Itinéraire des cortèges. Site des célébrations de masse. Dispositifs de sécurité. Hébergement. Protocole. Chaque détail a été passé au crible pour garantir une visite irréprochable. Mais voilà où les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que pendant que le gouvernement s'activait pour accueillir le Saint-Père dans les meilleures conditions, une autre machine tournait en parallèle. Une machine moins visible. Moins bruyante. Mais infiniment plus puissante dans ses implications. Partie 2, le conflit, quand la Constitution tremble et le sérail panique. Souvenez-vous. Il y a quelques semaines encore, la Constitution camerounaise ne mentionnait pas le poste de vice-président de la République. Ce n'était pas un oubli. C'était un choix politique. Une architecture institutionnelle construite autour d'un seul centre de gravité, le président de la République. Et puis, le 4 avril 2026, tout bascule. La Constitution est modifiée. Officiellement, solennellement, irréversiblement. Un nouvel article voit le jour. Un nouveau poste est créé. Le vice-président de la République du Cameroun entre dans le droit constitutionnel comme une évidence longtemps attendue, comme une nécessité que l'histoire imposait. Mais cette modification constitutionnelle n'est pas tombée du ciel.
Elle est l'aboutissement d'une série de manœuvres politiques et juridiques dont la cadence s'est considérablement accélérée ces derniers mois. Et pour bien comprendre la profondeur de ce qui se joue, il faut remonter le fil. Commençons par l'Assemblée nationale. Le très honorable Kaveh Djibril, figure emblématique du landerneau politique camerounais, président de l'Assemblée nationale depuis des décennies, a cédé sa place. Son successeur? Le très honorable Théodore Dattouo. Un changement de génération, ou du moins, un changement de visage à la tête du premier hémicycle. Dans la foulée, au Sénat, même scénario. Le président Marcel Nianji passe la main. Et CSM Aboubakari Abdoulaye qui reprend le flambeau de la Chambre haute. Deux changements majeurs en peu de temps. Deux institutions réformées. Deux nouveaux capitaines à la barre des hémicycles. Mais ce n'est pas tout. Ces nouveaux présidents des chambres ont immédiatement imprimé leur marque. Des réformes importantes ont été conduites. La prorogation du mandat des députés jusqu'en décembre 2026. La modification de l'article 170 du Code électoral, levant la limitation des prorogations du mandat des conseillers municipaux par le président de la République. Et enfin, la réforme mère de toutes les réformes, la modification de la Constitution le 4 avril 2026, instituant officiellement le poste de vice-président. En l'espace de quelques semaines, le paysage institutionnel camerounais a été profondément reconfiguré. Les fondations ont été posées. L'architecture a été redessinée. Il ne manquait plus qu'un nom. Et c'est là que le suspense atteint son paroxysme. Parce que dans les couloirs d'Etoudi, dans les salons feutrés de Bastos, dans les cercles discrets des grandes familles politiques, une bataille sourde se livrait. Une guerre de positionnement. Une compétition féroce, mais silencieuse. Qui sera ce vice-président? Quel profil? Quelle région? Quelle obédience politique? Quelle lecture de l'avenir du Cameroun? Les observateurs les plus avisés décryptent ce moment comme une équation à plusieurs inconnus. Et chaque inconnu a un nom. Chaque nom a des partisans. Et chaque partisan a des intérêts. Voilà la réalité du sérail camerounais en ce mois d'avril 2026. Partie 3, révélation et décryptage, ce que les officiels ne disent pas. Entrons maintenant dans le cœur du réacteur. Parce que les déclarations officielles ne racontent jamais l'histoire complète. Il y a toujours une face cachée. Un sous-texte. Une logique que l'on ne formule pas à voix haute, mais que les initiés lisent entre les lignes. Première révélation, le timing n'est pas anodin. Des experts et observateurs politiques le soulignent avec insistance. La coïncidence entre la visite papale et l'imminence d'un remaniement gouvernemental n'est probablement pas fortuite. Dans certaines capitales, les grands événements diplomatiques servent de toile de fond aux annonces politiques majeures. Ils offrent un cadre solennel. Ils donnent une caution morale. Ils créent un moment de grâce nationale propice aux grandes décisions. Et selon plusieurs sources concordantes, la nomination du vice-président et la formation d'un nouveau gouvernement pourraient intervenir avant ou immédiatement après le 15 avril. Pourquoi? Parce que le scénario politique le plus élaboré serait que le vice-président nouvellement nommé accueille le souverain pontife au pied de l'avion, aux côtés du président Paul Biya. Imaginez la symbolique. Le chef de l'État et son vice, côte à côte, sous les yeux du monde entier, pour accueillir le représentant de 1,4 milliard de catholiques. Un tableau vivant de stabilité, de continuité et de projection vers l'avenir. Ce n'est pas de la politique. C'est de la mise en scène au niveau de l'État. Et au Cameroun, on n'est pas mauvais dans cet exercice. Deuxième élément de décryptage, le Saint-Père ira à Bamenda et à Douala. Ce détail géographique est fondamental. Bamenda, c'est le cœur des régions anglophones, théâtre depuis 2016 d'une crise sécuritaire douloureuse. Douala, c'est le poumon économique du pays, la capitale de toutes les tensions sociales et de tous les espoirs économiques. Deux villes symboles. Deux baromètres politiques. Et certains experts s'accordent à dire que dans ce contexte, la formation du nouveau gouvernement devrait refléter une logique de paix, d'équilibre régional et de réconciliation nationale. Ce ne sont pas des mots choisis au hasard. Équilibre régional, c'est le code pour dire qu'aucune région ne doit se sentir oubliée. Réconciliation nationale, c'est une allusion directe à la crise anglophone, à ces années de souffrance dans le nord-ouest et le sud-ouest, à ces populations qui attendent toujours des signaux forts venant du sommet de l'État. Un gouvernement nommé dans ce contexte, dans cette atmosphère de visite papale, dans ce moment de résonance internationale, aurait une symbolique puissante.
Il ne serait pas simplement une liste de ministres. Il serait un message. Troisième élément, la double tête de l'exécutif. Voilà quelque chose qui mérite une attention particulière. Avec la création du poste de vice-président, le Cameroun va pour la première fois de son histoire récente se doter d'un exécutif à deux têtes visibles. Un vice-président et un premier ministre, tous deux nommés par le chef de l'État. Cela soulève des questions constitutionnelles et politiques profondes. Qui fait quoi? Quelle sera la hiérarchie de fait entre ces deux personnalités? Le vice-président sera-t-il simplement un dauphin désigné, un successeur en attente? Ou aura-t-il des prérogatives réelles, un portefeuille de compétences défini, un domaine d'intervention propre? Pour l'instant, les textes d'application sont attendus. Mais ce que l'on peut déjà dire, c'est que l'introduction du vice-président dans l'architecture institutionnelle camerounaise change fondamentalement les règles du jeu politique. Les alliances vont se reconfigurer. Les calculs vont changer. Et certains qui se croyaient bien placés vont peut-être découvrir que l'échiquier a été redessiné sans eux. Mais il y a encore plus profond. Bien plus profond. Partie 4. Analyse satirique, bienvenue dans la République des suspens permanents. Permettez-moi maintenant d'analyser cette situation avec le regard que nous, Camerounais, savons si bien poser sur nos propres réalités. Ce regard qui mélange la lucidité à l'ironie. La tendresse à l'exigence. Le rire à la frustration. Parce que soyons honnêtes. Il y a quelque chose de profondément camerounais dans la façon dont ce remaniement s'annonce. Quelque chose que nous reconnaissons tous, que nous ayons grandi à Garoua, à Eboloa, à Fumban ou à Kribi. Dans ce pays, l'imminence est une saison. Elle revient chaque année. Elle est annoncée. Elle est analysée. Elle est commentée. Et parfois, elle arrive. Parfois, elle repart sans crier gare, remplacée par une nouvelle imminence encore plus imminente. Les Camerounais connaissent ce rythme par cœur. On dit que le gouvernement va changer. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les chroniqueurs politiques sortent leur liste. Les favoris sont nommés. Les recalés sont déjà pleins. Et puis, l'on attend. On attend encore. Et puis finalement, quelque chose se passe. Ou pas. Mais cette fois, quelque chose a changé. Cette fois, la Constitution elle-même a bougé. Et la Constitution, ça ne bouge pas pour rien. Ça ne bouge pas pour faire joli. Ça ne bouge pas pour occuper les juristes. Quand la loi fondamentale d'un pays est modifiée, c'est parce qu'une volonté politique irréversible l'exige. La création du poste de vice-président, c'est un fait constitutionnel. C'est gravé dans le marbre. Il ne peut plus y avoir de retour en arrière. Il y aura un vice-président au Cameroun. La seule question qui reste en suspens, c'est quand? Et surtout, qui? Et là, on entre dans la grande cour de la politique camerounaise. Cette cour où les règles sont connues de tous mais énoncées par personne. Où les équilibres sont savamment calculés mais jamais officiellement reconnus. Où la diversité est une force, mais aussi parfois un instrument de négociation. Parlons d'équilibre régional, puisque c'est le concept clé du moment. D'après plusieurs analyses, la nomination du vice-président devrait tenir compte des grands équilibres ethniques et géographiques du pays. Cela inclut la problématique anglophone, qui reste l'une des questions les plus sensibles de la vie politique camerounaise. Voici ce qui est remarquable, et même historiquement symbolique, si le vice-président venait du nord-ouest ou du sud-ouest, ce serait un signal fort envoyé aux populations anglophones. Un signal que Yaoundé entend leur détresse. Que la crise n'est pas oubliée. Que la réconciliation n'est pas un slogan vide. Et cette nomination interviendrait, selon les informations disponibles, dans le contexte d'une visite papale qui inclut Bamenda dans son itinéraire. Bamenda, ville meurtrie, ville courageuse, ville qui a souffert et qui continue de rêver de paix. Si le pape vient à Bamenda et qu'un fils ou une fille de cette région est nommé vice-président dans la même semaine, le message politique serait d'une clarté absolue. Ce serait de la diplomatie. Ce serait de la politique. Ce serait peut-être même, osons le mot, de la sagesse. Mais revenons à notre analyse satirique. Parce qu'il y a aussi une autre lecture de ce moment. Une lecture que les habitués du sérail camerounais comprennent immédiatement. Dans tout remaniement, il y a des gagnants et des perdants. Et les perdants, au Cameroun, ne perdent pas en silence. Ils perdent en faisant circuler des rumeurs. En activant des réseaux.
En multipliant les rencontres discrètes dans les salons climatisés de Yaoundé. En envoyant des signaux à travers des intermédiaires. En cultivant leurs alliances avec une patience de sage. En ce moment précis, selon plusieurs observateurs bien informés, les ministres en poste surveillent leur téléphone comme jamais. Chaque appel qui ne vient pas est une angoisse. Chaque convocation qui tarde est une mauvaise nouvelle potentielle. Chaque communiqué de la présidence est lu et relu, scruté, interprété, disséqué. C'est ça, la panique dans le sérail. Ce n'est pas une panique visible. Ce n'est pas une panique bruyante. C'est une panique feutrée, élégante, habillée en costume 3 pièces. Mais c'est une panique réelle. Et pendant ce temps, ceux qui espèrent entrer au gouvernement pour la première fois peaufinent leur CVS invisible. Ils rappellent à leur soutien leur loyauté sans faille. Ils font valoir leurs compétences. Ils activent leur parrainage. Ils prient, à leur manière, chacun selon sa foi, pour que leur nom soit sur la bonne liste. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de liste publiée avant l'annonce. Pas de processus transparent. Pas de candidature officielle. Le président nomme. Et l'on découvre. Parfois avec joie. Parfois avec stupeur. Parfois avec les deux en même temps. C'est ce qu'on pourrait appeler, avec tout le respect qu'on doit à notre système politique, la démocratie de la surprise. Il faut aussi parler d'un autre aspect que les commentateurs évoquent avec prudence mais avec insistance. Avec la création du poste de vice-président, le Cameroun entre dans une logique de succession visible. Dans de nombreux pays, le vice-président est perçu comme le successeur naturel du chef de l'État. Sa nomination envoie un signal sur l'avenir. Sur la continuité. Sur la vision que le président a pour l'après-lui. Et dans le contexte camerounais, où la question de la succession est depuis des années l'un des grands tabous de la vie politique, cette nomination prend une dimension particulière. Elle ne dit pas tout. Mais elle dit quelque chose. Et ce quelque chose, chacun va l'interpréter selon sa propre boussole politique. Les uns y verront une promesse. Les autres, une manœuvre. Les plus prudents attendront de voir comment le vice-président exercera réellement ses fonctions avant de tirer des conclusions. Mais personne, vraiment personne, ne restera indifférent. Parlons enfin du Premier ministre. Parce que dans toute cette effervescence autour du vice-président, on oublie parfois que le poste de Premier ministre existe toujours. Et qu'il doit lui aussi être pourvu. Avec un vice-président d'un côté et un Premier ministre de l'autre, le Cameroun va se retrouver avec un exécutif à 2 têtes de gouvernement, toutes deux sous l'autorité du chef de l'État. C'est une architecture institutionnelle inédite pour le Cameroun. Et inédite ne veut pas dire dangereuse. Mais cela exige une clarté constitutionnelle et réglementaire sur les périmètres de compétences. Qui préside le Conseil des ministres en l'absence du chef de l'État? Qui représente le gouvernement devant le Parlement? Qui coordonne l'action gouvernementale au quotidien? Ces questions ne sont pas des détails. Ce sont les fondations pratiques du fonctionnement de l'État. Et les Camerounais, dans leur sagesse, savent que la réponse à ces questions déterminera si ce nouveau dispositif institutionnel sera une force ou une source de tension. Conclusion, le Cameroun à la croisée des chemins. Nous voilà au terme de ce décryptage. Mais en réalité, nous sommes au début d'un chapitre. Récapitulons l'essentiel. Le Cameroun vit en ce moment une convergence rare. Une visite papale historique, première tournée africaine du pape Léon XIV. Une réforme constitutionnelle majeure avec la création du poste de vice-président. Des changements à la tête des 2 chambres du Parlement. Et une reconfiguration imminente du gouvernement, dans un contexte de paix, d'équilibre régional et de réconciliation nationale. Ces événements ne sont pas parallèles. Ils sont liés. Ils se nourrissent mutuellement. Ils forment un tout cohérent, même si cette cohérence n'est pas toujours explicitée dans les communiqués officiels. Ce que le Cameroun va vivre dans les prochains jours, voire les prochaines heures selon certaines sources, c'est potentiellement l'une des reconfigurations institutionnelles les plus significatives de son histoire récente. La désignation du tout premier vice-président de la République. La formation d'un gouvernement qui devra incarner une vision de réconciliation et d'équilibre. Et tout cela sous les yeux du monde, dans la lumière d'une visite papale qui place le Cameroun au centre de l'attention internationale. C'est un moment de vérité. Et comme toujours dans ce beau pays compliqué qu'est le nôtre, ce moment de vérité appelle une question fondamentale. Une question que nous vous posons directement, à vous qui regardez cette vidéo, à vous citoyens,
à vous Camerounais de l'intérieur et de la diaspora. Au-delà des noms, au-delà des équilibres politiques et des calculs de sérail, ce nouveau gouvernement sera-t-il à la hauteur des espérances d'un peuple qui attend, qui espère et qui mérite mieux? La réponse n'appartient pas au couloir d'Etoudi. Elle appartient à l'histoire. Et l'histoire, c'est nous qui l'écrivons. Partagez cette vidéo. Commentez. Dites-nous ce que vous pensez. Et surtout, restez informés. Parce que dans les prochains jours, le Cameroun va parler.